Bonjour et bienvenue à tous à notre premier webinar Matériaux by iFlow. Donc la cordiale bienvenue, et aujourd'hui on va vous présenter en fait matériaux, c'est quoi? C'est quoi finalement dans l'état d'esprit, dans la proposition de valeur et dans la communauté créée autour de la famille matériaux. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Frédéric Dreyer, j'ai une formation d'ingénieur en matériaux, sciences de l'environnement, un doctorat à l'EPFL aussi en métallurgie et 10 années de parcours dans la recherche et développement au sein de l'industrie horlogère sur le développement de nouveaux produits en recherche et innovation. Aujourd'hui, on vous accueille au sein de iFlow. iFlow est une association qui se trouve sur la zone de Plan-les-Ouates, qu'on appelle aussi cordialement la Plan-les-Watch, car il y a tous les horlogers de la région qui sont aussi très proches en fait, de notre local et bâtiment. Donc, qui est iFlow? En fait, iFlow est un lieu de convergence, un lieu d'hybridation entre l'art, la technologie et l'industrie. C'est plus de 3000 m² dans lesquels on retrouve des résidents, on retrouve aussi des activités de rencontres, d'échanges, finalement des moments d'inspiration, des moments de co-création avec des impacts aussi bien pour le développement durable que pour les industries créatives, mais aussi pour nos industries. iFlow, finalement, dans cette notion d'hybridation qui va créer en fait le lien avec la matériothèque à deux zones très intéressantes, et on vous invite aussi à venir nous rencontrer pour découvrir ces salles. C'est la salle iCreate et iChill. Ces deux salles, en fait, dans cette notion d'hybridation, a mis autour de la table des artistes, a mis autour de la table des industriels, et on co-crée finalement des zones de détente, des zones de créativité avec des matériaux sourcés et ressourcés dans la région locale. Avec cette notion en fait de sérendipité, c'est comment amener une différenciation et d'innover de manière différente pour avoir un bien-être et un impact positif. Petit point technique, Juliette qui est juste à quelques mètres de moi est là aussi pour collecter vos questions, donc n'hésitez pas pendant le webinaire d'intégrer vos questions qui vous passent par la tête, des cas d'application, et on sera là volontiers pour répondre à la fin de cette première présentation. Ensuite, dans l'idée par rapport à la matériothèque, on va aller dire pourquoi matériothèque, pourquoi sa raison d'être, pourquoi matériaux existe. Tout d'abord, par rapport à Matériaux iFlow, sachez que c'est une exclusivité en Suisse et on est vraiment là aussi pour accompagner cette notion de décloisonnement, de désilotage, si ça peut se dire. On essaie de désiloter finalement les différentes parties prenantes autour de la matière, des produits, des applications, etc. Matériaux aussi, pour information, donc, qui est né à Paris. On a notre fondateur d'ailleurs qui est en ligne avec nous, Quentin. Donc Quentin, on te salue. Matériaux est une structure privée qui a été créée au siècle dernier. Par structure privée, en fait, on s'entend, ce qui fait vivre la structure Matériaux, c'est les cotisations, vos cotisations en tant que membre. Et Matériaux n'a aucun lien avec les industriels qui sourcent en fait et ou qu'on valorise au sein de notre matériothèque. Pour éviter toute notion de conflit d'intérêts, de garder cette indépendance qui pour nous est très importante. Matériothèque, comme son nom l'indique, matériothèque est une bibliothèque. Une bibliothèque avec des milliers de matières qui sont référenciées. Plus de 9000 fiches sont référencées à disposition de manière digitale sur la plateforme matériaux.com, mais également aussi des matériaux qu'on retrouvera physiquement dans différents lieux, comme celui-ci en Suisse, à Genève, au cœur d'iFlow, mais aussi aux quatre coins du monde, Shanghai, Prague, Paris, et ça on reviendra là-dessus. Puis matériaux, du coup, l'idée, c'est vraiment de rassembler ces milliers de matières, des produits, des matériaux, des produits semi-finis, on reviendra aussi sur ces termes-là, au service de qui? Des métiers de la création, des métiers de l'innovation, des métiers de la recherche et du développement, dans des milieux totalement différents. L'industrie du luxe, l'automobile, la pharma, le sport, le packaging, les designers, l'architecture, l'événementiel, voire également aussi la scénographie. Donc en fait, on a un champ très large d'application, car rappelez-vous, tout ce qui nous entoure est constitué de matière. Donc finalement, la matière est à la base de tout et on peut s'en amuser de plus en plus aussi aujourd'hui avec ces technologies qu'on a à disposition. Du coup, on s'adresse vraiment à tous les professionnels qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont besoin en fait de s'informer, de trouver des matières qui puissent répondre en fait à leurs besoins. Le terme matériaux, finalement, il embrasse aussi différentes notions. Oui, c'est cette notion de matière, de molécules, de composants, mais aussi ces semi-produits qui sont transformables et adaptables par rapport aux besoins, ces processus de transformation. Donc on reste de manière assez très large, mais finalement, peut-être plus simple de venir un peu vous présenter ce qui est la quintessence en fait de matériaux avec peut-être des exemples. Le tout premier, c'est un peu mon matériau chouchou avec qui je m'amuse depuis un petit moment, c'est le matériau D3O. En fait, c'est quoi? C'est un silicone qu'on appelle non newtonien. Alors ça vient de Newton, mais en fait l'idée non newtonien, c'est-à-dire qu'il a différentes caractéristiques.
C'est un peu un matériau qui est, on va dire, schizophrène, bipolaire. En fait, il a différents types d'états selon dans les conditions dans lesquelles on le met. En fait, si on est tout gentil avec lui et qu'on est très calme, il reste assez pâteux et liquide. Par contre, si je prends ce côté un peu bipolaire, si je deviens un peu plus agressif avec lui, en fait, il va réagir différemment. Et là, le silicone se déchire, se coupe. En fait, suivant ce qu'on amène comme impact ou en fait phénomène externe sur la matière, il va réagir différemment. En fait, c'est une ambivalence entre une réaction, on va dire, liquide et solide. À titre d'exemple, allez voir sur Internet ce que c'est matière non newtonienne, vous verrez pas mal d'exemples. Un exemple concret en fait, qui peut être assez drôle, vous pouvez faire ça à la maison, c'est l'eau et la maïzena. En fait, si vous voulez mélanger les deux à différentes proportions, vous allez voir que la matière, le mélange en fait, de l'eau avec la maïzena aura différentes propriétés. En fait, si vous allez tout doucement, on sera assez liquide. Par contre, si vous êtes assez consistant à taper dessus, vous pourrez avoir une résistance en fait, qui va se créer. En fait, alors un peu pour le délire en exagérant, mais si vous prenez une piscine olympique et vous la remplissez en fait d'eau et de maïzena, si vous êtes bon, vous pouvez quasiment traverser en courant la piscine. Alors j'exagère un peu, mais c'est un peu cette image-là. Donc c'est vraiment un matériau particulier pour des applications qui sont diverses et variées, mais la principale application était ces matériaux anti-choc. Finalement, quand on vient de le dire, c'est quand on donne un coup assez conséquent dessus, elle peut absorber ces chocs-là, elle va réagir différemment que si on y va de manière très lente, où là, elle sera beaucoup plus souple. Donc en fait, les applications qu'on trouve aujourd'hui, l'exemple, c'est que ma coque d'iPhone, en fait, de protection est faite en D3O. Des exemples aussi, par exemple, pour les semelles de chaussures, quand on court, l'absorption des chocs pour avoir une meilleure résistance au niveau ergonomique, de confort aussi pour le marathonien, le coureur aussi intéressante. Et puis toute cette notion de protection finalement pour les motards, pour les skieurs, etc. en cas de chute, pour les protéger finalement de leur corps. J'aime bien la maison, du coup je me suis amusé à mettre ça sur les coins de canapé parce qu'avec les enfants, quand ils sont sur leur draisienne ou leur vélo, ça permet de protéger les meubles. Donc c'est vraiment un matériau assez particulier, assez amusant. Et si on sort un petit peu de cette notion de décloisonnement, il y a des horlogers aussi qui sont présents à ce webinaire. Par exemple, pour une montre, ce qui est important, c'est de protéger finalement le mouvement mécanique à l'intérieur d'un choc, pour ne pas casser des composants qui sont comme assez petits, assez fins. Et D3O, pour être une solution aussi, peut faire des anti-chocs pour protéger la montre lors d'une chute. Voilà un des exemples. Un deuxième aussi qu'on aime bien, c'est la bio-inspiration, les biomatériaux. Finalement, comment s'inspirer de la nature? La nature est, on va dire, inépuisable au niveau des innovations, etc. Et en fait, nous, on a la présence d'esprit et j'espère l'intelligence d'arriver à reproduire de manière assez juste en fait ce que la nature nous offre. Et un exemple assez intéressant, c'est vraiment une inspiration qui est liée par rapport au requin. C'est un matériau qui s'appelle Neoterix, avec une microtexturation en fait, qui s'appelle Charklet. Shark pour requin. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur la peau des requins, il y a une texturation en fait, sur la surface qui est vraiment de l'ordre du micron, donc très petit, hein, c'est vraiment de l'ordre des tailles de cheveux, l'épaisseur du cheveu en fait, et ça empêche de manière très efficace et naturelle d'éviter d'avoir des dépôts, des croissances sur la surface, voire des proliférations de bactéries. Et en fait, ce qu'a fait la société Neoterix, c'est de reproduire cette texturation sur différentes surfaces pour éviter d'avoir cette croissance bactérienne, d'avoir quelque chose qui soit hygiénique, quelque chose qui soit stable aussi dans le temps et durable. Donc la notion de durabilité est très importante aussi pour nous, iFlow, pour matériaux, donc c'est une notion aussi d'économie circulaire, de développement durable et des objectifs finalement de développement durable. Donc Neoterix finalement ce qu'il propose c'est cette texturation qui peut être multiple. Et en fait on ne vient pas sur une matière en elle-même, on vient vraiment sur un processus de texturation en surface. Donc à partir d'un moule, on est capable de reproduire la texturation qui va donner cet effet antibactérien, anti-accroche, etc. Finalement, c'est un peu comme sur nos empreintes digitales sur lesquelles on a une texture, on va la reproduire sur différents types de matières. Donc en fait, si on va un petit peu plus loin, l'idée, c'est vraiment cette notion de matériaux, c'est décloisonner. Le décloisonnement est hyper important. Donc en fait, toutes les matières, toutes ces fiches matières, ces matériaux que vous trouvez autour de nous, que vous retrouvez sur différents sites physiques, dans ces showrooms, c'est des matériaux qui sont singuliers, qui sont atypiques, qui sont innovants. Finalement, c'est des moutons à 5 pattes. Donc ce n'est pas des matériaux conventionnels comme du béton tout simple, ça sera du béton peut-être qui est produit avec impression 3D ou du béton qui a une résistance particulière par rapport à sa composition. Donc matériaux vraiment met en place la référence de ces matières de manière de décloisonner de nouveau, on aime bien ce terme au sein de matériaux, les frontières. En fait, on veut s'affranchir des tendances. On ne veut pas des tendances commerciales, tiens, c'est hyper cool dans le design, etc. On veut quelque chose qui fasse du sens, donner du sens pour vous inspirer par rapport à des matières qui ont une histoire à raconter et qui va permettre à vous
en tant que membre de la matériothèque et de Matériaux, d'être créatif et de vous inspirer. Allez, un petit exemple assez drôle, ça fait marrer mes enfants et j'en ai parlé à mon boulot à l'EPFL, donc quand même une école polytechnique de renommée internationale, les microsphères en fait de verre par la société 3M. 3M est assez connu dans le scotch, etc. C'est un nom qui nous vient assez facilement en tête. Et en fait, ils proposent des petites billes, des microsphères de verre qui sont emplies de vide. Donc il y a une paroi fine comme une boule de Noël, mais très petite, très fine en paroi, et qui est principalement utilisée dans les peintures pour les carrosseries, dans l'automobile. Parce que ces petites billes de verre vont donner une certaine réflectance, une certaine luminosité en fait à la peinture et va le donner vie. Et puis après un certain temps, à peu près après 3 ans, 3M s'est dit mais il y a un truc qui est un petit peu bizarre chez nous, c'est qu'on a 15% de notre business en fait qui est auprès des pisciculteurs. Ouais, les pisciculteurs, ceux qui sont en train de cultiver, d'apprivoiser finalement ces poissons qui finissent la plupart du temps dans notre assiette. Et 3M en fait s'est approché des pisciculteurs en se disant mais pourquoi vous utilisez en fait nos microbilles, nos microsphères de verre? Et en fait, chose très étonnante, les pisciculteurs ont dit mais nous on avait une problématique, c'est qu'en fait on a des grands bassins avec des centaines de poissons et ces poissons-là, il faut bien les nourrir. Et en fait, comme tout être vivant est normalement constitué, quand on se nourrit, on a besoin d'éjecter les résidus de matière qu'on a pu s'alimenter. Donc en fait, on doit les déféquer. Et ces poissons en fait faisaient leurs petits popos dans les bassins. Et régulièrement, en fait, quasi tous les 2-3 mois, les pisciculteurs devaient retirer tous les poissons et aller racler en fait le fond des bassins pour récupérer ces popos de poissons. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en donnant dans l'alimentation des poissons ces microbilles, ces sphères de billes qui ne sont pas du tout intégrées dans le corps du poisson, mais qui seront amenées à être déjectées, eh ben, les défécations en fait, des poissons flottaient en surface. Donc il y avait juste à passer avec une petite épuisette et on récupérait ça. Donc un gain de temps, un gain d'efficience. Alors imaginez les gars qui bossent en R&D chez 3M, est-ce qu'ils se seraient posé la question de se dire « Ah bah tiens, on va développer des microsphères de billes en verre pour donner à manger à des pisciculteurs des poissons pour récupérer leurs popos ?» Non. Et là, c'est ça cette notion de décloisonnement. Comment décloisonner? Et c'est cette notion de sérendipité, c'est le hasard, le fruit des hasards des rencontres d'un produit, d'une application qui va permettre de co-créer une solution innovante. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit-là au sein de Matériaux. Alors quel est le rôle de Matériaux? C'est mettre en avant ces matières, de mettre en avant les informations, de mettre à disposition votre imagination aussi par rapport à ces champs d'application dans votre propre écosystème, dans votre propre business, dans vos produits, dans vos services. On est vraiment à nouveau sur cette notion de jouer sur le décloisonnement, ouvrir l'esprit. C'est vraiment de la maïotique, faire accoucher les esprits entre guillemets. Ça, les neurosciences et neurologues savent très bien cette thématique-là. Mais en fait, l'idée aussi, c'est de vulgariser le lexique qui est utilisé sur les matières. En fait, c'est vous mettre à disposition des informations, des photos, des détails d'application, en tout cas de propriété de la matière, mais on ne va pas rentrer dans une description qui soit une description scientifico-pratique. Donc vraiment d'aller sur des détails très précis, d'un point de vue propriété physique, on s'entend. Et l'idée, c'est vraiment de vous laisser un peu le champ des possibles, de mettre en avant votre expertise, vos compétences et votre créativité. Donc en fait, c'est vraiment un outil qui va permettre de vous inspirer. Allez, un dernier exemple qui me touche pas mal, c'est aussi, puisque je l'ai vécu dans ma vie passée en tant que recherche et innovation au sein de l'horlogerie, c'est le produit Ventablack, le matériau entre guillemets Ventablack. Alors Ventablack, du coup, a eu pas mal un buzz en fait au point de vue communication, puisqu'un artiste très connu mondialement qui s'appelle Anish Kapoor avait demandé une exclusivité auprès de la société Serena System en Angleterre qui produit ce Ventablack, avoir une exclusivité sur le noir le plus noir du monde. Alors ça peut être un peu bizarre, mais en fait le noir plus noir du monde a une absorbance de luminosité de 99,96%. Allez, 99,96% pour les bons Français de France, puisqu'on est dans une zone frontalière. Et en fait, comment ça se passe? Le Ventablack, ce sont des nanotubes de carbone qui se présentent comme une forêt. Vous imaginez que vous êtes dans une forêt très dense, vous avez tous ces arbres qui sont orientés dans la direction du ciel. Là, c'est la même chose, on a toute une forêt de nanotubes de carbone qui vont entrapper la lumière et créer ce noir profond. Alors pourquoi l'intérêt dans l'horlogerie? On s'est amusé, entre guillemets, à créer des cadrans de montre avec ce noir le plus profond qui avait vraiment un esthétique et un design très fort. Et pour l'exemple, les horlogers, quand ils devenaient venir intégrer les aiguilles, donc on dit chasser les aiguilles des heures, des minutes, des secondes, ils n'avaient pas cette notion de profondeur. Et du coup, ils touchaient le cadran en se disant « mais je ne me suis pas rendu compte que j'étais si proche du cadran ».
Et dans les autres types d'applications, il y en a énormément, mais dans l'automobile par exemple, vous savez quand on développe une nouvelle voiture avec un nouveau design, etc., il y a pas mal, on essaye d'éviter d'avoir des fuites, c'est-à-dire d'avoir des gens qui prennent des photos ou quand il y a des tests qui sont faits dans les déserts, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant du revêtement Ventablack sur la voiture, vu qu'on n'avait plus cette notion de profondeur, on n'a plus cette notion de quelle est la forme et le design de la voiture. Donc elle devient complètement, entre guillemets, simple, sans aucun reflet d'effet esthétique, ce qui permettait de camoufler quelque part la voiture. Donc en fait, l'idée, c'est vous de votre côté aussi, en se disant, tiens, ce noir le plus profond, pourquoi je peux l'utiliser? Tiens, j'ai un événement, tiens, j'ai une scénographie à mettre en place, tiens, je veux voir un côté qui soit détonnant d'un point de vue esthétique. Ventablack est là à disposition, en se disant, tiens, vous avez le contact et vous pouvez aller de l'avant. Alors, maintenant, un point assez intéressant aussi, c'est matériaux. Matériaux, comment ça marche? Alors d'abord, des showrooms, comment l'expliquer? Celui-ci à Genève, exclusivement chez iFlow, mais aussi à Paris. Paris, maison mère et fondatrice de Matériaux. Prague, Séoul, Shanghai et j'en passe. L'idée, c'est vraiment de vous donner accès directement à la matière, à vos équipes de créa, d'ingénieurs, de communication, etc., pour venir vous inspirer et puis aussi vous recevoir dans un lieu qui soit convivial, comme on a pu le dire en introduction, un lieu qui soit vraiment créatif, dans lequel on peut hybrider avec différentes typologies de profils, de personnes. Mais bien entendu, Matériaux, c'est aussi une base de données accessible aux membres de manière nominative, donc pas de licence flottante, sur lesquelles vous allez pouvoir trouver cette caverne d'Alibaba avec des fiches de description, plutôt détaillées avec la matière, la notion de semi-matériaux, les process de fabrication, une base d'images aussi associée à cette matière, et puis aussi les informations et les coordonnées du fabricant, le fournisseur, qui est en contact avec qui vous pouvez prendre contact pour avoir plus d'informations. Et puis aussi des fiches qui sont liées, en se disant tiens, j'ai regardé telle matière, mais en fait elle est liée aussi à tel matériau, qui a aussi tel champ d'application, etc. Donc vraiment, c'est vous aider à naviguer finalement dans ce flux d'informations de ces 9000 fiches. Un onglet de recherche easy à utiliser, vous tapez un mot-clé, puis ça va vous sortir des dizaines ou des centaines de fiches qui sont associées par rapport à votre mot-clé. Important aussi, toutes les matières, et ça je le répète, toutes les matières qui sont référencées, ce sont des matériaux, des semi-produits qui sont industrialisables, qu'on appelle aussi scalables. Donc ça veut dire que si vous prenez contact avec le fabricant, la matière existe, elle est délivrable, elle est vendable en fait. Après c'est clair, c'est à vous de vous l'approprier par rapport à la transformation que vous voulez en faire, au champ d'application. Mais du coup, Matériaux ne va pas référencer des matières qui ne sont pas aujourd'hui productibles, ou en tout cas qu'on ne peut pas vendre sur le marché. Donc c'est clair que ça écarte toute la partie des matériaux qui sont vraiment en pure recherche et développement, qui n'ont pas encore une possibilité de production à une certaine échelle. On ne veut pas vous donner envie avec des matériaux. Par contre, ces matériaux-là, on va les scruter, on va les observer, on va regarder les signaux qu'ils émanent d'un signal faible à un signal fort, dans le sens de dire d'un signal faible, oui, c'est encore en recherche. Par contre, le signal fort, c'est le jour où on retrouve ces produits sur le marché. Donc, d'un point de vue économique, Matériaux n'est pas financé par ses fournisseurs de matières. L'idée, c'est vraiment de conserver, comme on l'a dit, une complète indépendance. On veut être indépendant par rapport aux matériaux qui sont référencés. Donc, c'est-à-dire, on ne prend pas de cotisation, entre guillemets, on ne prend pas d'argent direct de la part de 3M, de BASF, etc. Par contre, ils peuvent être membres de Matériaux parce qu'ils ont envie d'avoir accès à cette base de données, parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient leur donner des idées par rapport à des champs d'application sur leurs propres produits. Donc l'idée, on travaille par cotisation membership. Et ça, on va revenir aussi là-dessus. Donc vraiment, pour dire, les matériaux que vous allez trouver, c'est des matériaux décloisonnants, des matériaux innovants, des matériaux qui sont très singuliers. On ne veut pas polluer en fait la base de données avec des matériaux purement commerciaux, parce qu'en fait, ils n'ont rien de particulier, rien à apporter. Autour de cette matière, il n'y a pas d'histoire à raconter, il n'y a pas de décloisonnement possible. Aussi, Matériaux, c'est aussi un réseau d'experts finalement. Vous avez tous ces showrooms qui se retrouvent aux quatre coins du monde et ces experts comme moi aujourd'hui ou Jean-François que je vais vous présenter dans quelques minutes, qui va aussi présenter un petit peu ces matériaux chouchous, on est là à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aiguiller. Vous avez des questions, vous avez une idée, tiens, en disant j'ai envie d'avoir tel type d'application, j'ai envie d'avoir un packaging qui soit résistant de telle manière, mais qui ait aussi un effet optique là-dessus, qui puisse être aussi facilement modulable, qui puisse avoir un prix entre telle tranche et telle tranche. Du coup, on va pouvoir vous accompagner pour vous aiguiller sur quel type de matériaux peut être mis à disposition ou qu'est-ce qu'aujourd'hui la base de données peut amener. Puis d'aller beaucoup plus loin, de se dire tiens, on peut vous accompagner sur cette matière de base, comment je peux la transformer, quels sont les processus de fabrication, quelle est la chaîne de valeur en fait à avoir, quelles sont les notions aussi qui sont importantes pour moi en tant que
utilisateur de ce matériau sur quel est l'impact environnemental, quelle est la notion, quel est le storytelling, quelles sont les valeurs à mettre en avant et à promouvoir. Donc finalement, la vie de matériaux et le financement de matériaux, c'est vous en tant que membre de la communauté, avec ces adhésions nominatives. Je vais donner deux types d'adhésions, alors qui sont assez aussi, toute chose est modulable dans la vie, mais on a une adhésion en fait de base qui vous donne accès directement à la base de données. Donc ça c'est le premier niveau. Ensuite, on a cette base de données plus accès au showroom. Donc vous venez en fait au sein d'iFlow avec vos équipes de créa, on vous reçoit et puis vous pouvez ici décrocher les matériaux, les mettre sur la table, les toucher et puis commencer à co-créer ensemble. Donc vraiment dans cette notion d'hybridation et d'idéation et de co-création. Matériaux, c'est aussi un réseau, une famille quelque part je dirais, puisque quotidiennement, en fait, il y a un lien qui se fait avec vous via des newsletters, avec le Daily Matériaux. Tiens, c'est quoi le matériau du jour? Aujourd'hui, un highlight sur telle matière, on la trouve hyper drôle, hyper intéressante, hyper particulière. C'est notre mouton à 5 pattes de la journée. C'est aussi des webinars, comme celui d'aujourd'hui, qui sera sûrement le premier d'une longue série, sur des différentes thématiques, sur des champs d'application, sur des typologies de matériaux. Et l'idée, c'est vraiment aussi des événements de co-création ensemble et de dire, tiens, on peut interagir et vous mettre sous le nez finalement des matières qui va commencer à vous brainstormer, à vous papiller les neurones et puis de réfléchir autour de ça. D'ailleurs, pour plus ample information, n'hésitez pas à nous contacter, nous, iFlow, en envoyant un mail à info@iflow.ch, comme inscrit sur le texte. Deuxième point, du coup, aussi cette notion d'échange. Il y a un blog hyper intéressant qui s'appelle Blabla Matériaux. Alors, c'est pour blablater, c'est ce que je fais là depuis ces premières minutes. Je raconte pas mal de choses, mais blablamatériaux.com, c'est aussi une pléthore d'informations qui est ouverte. C'est un blog qui est ouvert, on peut interagir, il y a des informations qui tombent, et du coup, ça crée vraiment cette communauté. Donc, c'est vraiment une famille, et puis de se dire, tiens, j'ai vu telle matière, comment est-ce qu'on peut… Bah, ok, on interagit et on échange. Donc ça, c'est vraiment cette notion hyper importante. Tiens, je vais prendre un dernier exemple qui me plaît bien, parce que c'est une matière aussi que j'ai découvert quand je suis parti en mission aux États-Unis sur une thématique qui était sur l'impression 3D. Alors sur le bioprinting, j'ai vu des cœurs de bébé imprimés en 3D à partir de cellules souches. J'ai vu des composants, on va dire en matière précieuse imprimés 3D. J'ai vu des matériaux en fibre de carbone et PIC, et c'est un petit peu l'exemple que je vais vous donner maintenant, c'est que le PIC carbone a des applications hyper intéressantes. Et pour vulgariser, le PIC, c'est un polymère qui est d'assez haut de gamme, qui résiste bien au choc, aux températures. C'est du polyéther étherkétane, pour le côté un peu barbare, mais utilisé par exemple pour les prothèses crâniennes. Donc vraiment bonne résistance au choc. Et puis le côté aussi, on va dire, compatibilité avec le corps et donc hypoallergénique, etc. Et habituellement, quand on fait du PIC carbone, c'est plutôt des granulés, donc c'est vraiment comme des pelettes qu'on met maintenant dans nos fourneaux pour chauffer la maison, qu'on va mettre avec des feuilles de fibre de carbone, et on va presser tout ça sous une énorme presse avec un gros tonnage, avec de la température, et puis ça va créer des plaques très, très résistantes, dans lesquelles on va pouvoir faire des composants, des pièces. Par exemple, la marque Panerai a créé un boîtier de montre à partir de cette matière-là. Avec de bonnes résistances, c'est quelque chose de visuellement intéressant. Mais ça reste de la transformation assez lourde et coûteuse puisqu'on doit usiner la matière dans la plaquette. Puis aux États-Unis, j'ai découvert une société qui s'appelle Impossible Object, donc les objets impossibles. Ça résume bien un petit peu la philosophie de cette société qui propose en fait une technologie d'impression 3D. Donc aujourd'hui, on est capable d'imprimer en 3D des composants très compliqués en PIC carbone. Donc plus cette notion de plaques dans lesquelles on doit usiner, etc., qui prend du temps et de l'argent, on est plutôt sur l'utilisation d'une imprimante sur lesquelles on a des feuilles de fibre de carbone qui sont anisotropiques dans différentes directions, etc., sur lesquelles, comme des imprimantes de jet d'encre, on va injecter finalement par jet du PIC en micro-poudre. On va faire des couches par couche, donc vraiment dans les zones qui nous intéressent. Et ensuite, à partir de là, on vient presser, on vient chauffer, et puis on n'a plus qu'à découper les zones où le polymère n'a pas polymérisé. Et on arrive à avoir une forme comme celle-ci, on va voir de plus près, mais qui est vraiment très particulière en 3D, qui serait juste impossible à obtenir par des méthodes conventionnelles. Bah là, de nouveau, on est sur un champ des possibles, sur une créativité énorme qui va permettre à vos équipes, à vous, de pouvoir essayer de co-créer finalement des produits, des services, du packaging ou des éléments pour des scénographies hyper intéressantes. Du coup,
je crois que j'ai un petit peu assez parlé, j'ai besoin de boire un petit coup. Je vais juste vous présenter maintenant Jean-François qui va nous rejoindre et puis qui va aussi vous présenter des matériaux chouchous, expliquer aussi Jean-François qui il est et puis il est là pour vous apporter aussi de l'expertise. Donc à tout de suite. Donc Jean-François, bienvenue. Merci. Tout d'abord, qui es-tu? Présente-toi en quelques mots. Jean-François Dionne, je suis ingénieur en matériaux avec une spécialité en métallurgie. Donc, j'ai fait mes études à l'École polytechnique de Montréal au Canada et puis j'ai fait une année d'échange à l'École polytechnique de Lausanne. Et puis, j'ai travaillé après pendant 5 ans et demi pour une entreprise horlogère que tu connais bien. Et ensuite, 5 ans pour faire de l'analyse de défaillance et de résolution de problématiques industrielles en lien avec les matériaux. Donc, quand ça casse, quand ça rouille, quand ça ne tient pas le coup, ça venait chez moi. Je trouvais les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnait pas. Et puis, on essayait d'aider nos clients. Et puis maintenant, je suis consultant en sciences des matériaux et en métallurgie pour aider les entreprises à choisir les bons matériaux, optimiser les procédés de fabrication et puis éventuellement introduire des nouveaux matériaux dans leurs applications. Super, JF. Du coup, ton surnom, ça sera Huggy les bons tuyaux au sein d'iFlow. Yes. Okay. Du coup, allez, fais-nous rêver. Montre-nous un peu ces matériaux chouchous de ton côté. Matériaux chouchous, juste pour rebondir un peu sur ce que tu avais présenté avec les petites billes de verre qui faisaient remonter les cacas de poisson. Ces mêmes petites billes de verre peuvent être utilisées aussi sur des revêtements qu'on peut mettre sur les murs, qu'on peut mettre sur les planchers, je ne sais pas, mais peut-être sur des objets qu'on voudrait qu'il y ait une réflexion un peu particulière. Donc, il existe justement des supports avec des billes de verre déjà toutes pré-imprégnées. Donc, ça, c'est juste pour rebondir un peu sur un des matériaux que tu as présenté tout à l'heure. Un matériau que je trouve qui est un peu oublié, c'est les bons vieux matériaux de la terre, de la construction, du métier de la poterie, qui sont, on parle vieux jeu, mais finalement, il y a moyen de les apporter à une sauce un peu plus nouvelle. Donc là, ce n'est pas tout à fait de la terre, c'est du caca. En fait, c'est du caca cotta. C'est charmant. Mais ça a exactement les mêmes propriétés que de l'argile, donc ça peut avoir des propriétés de rafraîchissement. Donc si on fait mettre de l'eau là-dedans, ça peut faire une genre réfrigérante naturelle. Donc en séchant, l'eau va s'évaporer à travers la paroi et puis ça va refroidir le contenant. Donc les frigos dans les déserts sont faits comme ça. Mais en parcourant la base de données de matériaux, j'ai vu qu'il y avait des produits architecturaux qui ne sont pas nécessairement de cette forme ni de cette couleur, mais qui sont plus avec des reflets, avec des matériaux de base d'aluminium, avec des structures poreuses qui sont intégrées. Et puis en fait, ça sert comme écran thermique. Donc ils vont faire circuler de l'eau dans les tuyaux à l'extérieur du bâtiment. Et puis en fait, par évaporation, ça va rafraîchir l'air qui va venir en contact avec le bâtiment. Et puis c'est une forme de climatisation naturelle, si on veut. Donc voilà, là si on parle de décloisonnement et puis de nouvelle utilisation des matériaux, ça c'en est une. Il y a beaucoup de controverses avec les véganes, tout ça, c'est un peu dans la mode du temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y en a qui cherchent des alternatives aux produits animaliers. J'en ai trouvé un dans la base de matériaux. En fait, c'est un cuir, en guillemets, les professionnels du cuir vont crier au scandale, mais en fait, c'est une sorte d'étoffe, si on va rester politiquement correct, une étoffe faite avec des feuilles de palmier. Celui-là, je crois que c'est du bananier, mais voilà. Donc, c'est une étoffe, c'est une feuille qui a été traitée pour pouvoir avoir des mêmes caractéristiques que du cuir naturel, mais avec un autre ressenti, une autre texture et un autre relief. Et puis, après, là, justement, toutes les possibilités, on peut faire des habits, on peut faire des écrins, on peut faire des revêtements muraux, un canapé qui pourrait être recouvert avec ce type d'étoffe. Donc, c'est des matériaux qui sont vraiment nouveaux, mais traditionnels en même temps. Un autre matériau que j'affectionne particulièrement bien, c'est la fibre de carbone. Donc, on sait que les fibres de carbone sont utilisées dans l'aviation, dans les vélos. C'est vraiment la mode. Ah, moi j'ai un vélo en carbone, tout ça. Pour ou contre, après il y a d'autres débats. Mais en général, on ne voit pas le carbone. C'est très rare. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu noir, donc c'est un peu gris. Hein? Donc, voilà, il y en a qui vont trouver ça joli, il y en a qui vont trouver ça ennuyant. Mais il y a certaines entreprises qui ont commencé à faire des fibres de carbone colorées. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais ici on a
un verdâtre, ici on a un bleu. Il y a même une entreprise en Angleterre qui en fait du rouge, du jaune et du orange, mais là, des couleurs beaucoup plus pétantes que ces échantillons-là ici. Donc, ça permet aussi de prendre ces matériaux qui sont techniques et modernes, et puis de pouvoir profiter de la texture, de l'entrelacement, le tressage des matériaux, puis d'en faire plusieurs formes, plusieurs formats et plusieurs objets complètement différents. Donc, ça pourrait être un vélo qui serait typiquement complètement sans peinture, sans coloration, et puis là, on aurait vraiment la fibre naturelle qui ressortirait. Ça pourrait être intéressant. Si on fait le lien avec les matériaux composites, encore une fois, ben justement, ces fibres de carbone, elles sont utilisées dans des panneaux pour faire des revêtements, ben les structures extérieures des avions, par exemple, ou les planchers dans les avions. Donc, on a des structures sandwich qui sont très résistantes en flexion, en torsion aussi. Et puis, ben là, après, on peut imaginer des composites à l'intérieur, des composites dedans, plein de combinaisons différentes pour faire des murs, des cloisons, des meubles, des assemblages. Ça se coupe, ça c'est du plastique, donc ça se coupe avec des outils qu'on retrouve dans n'importe quel garage. Après, il y a d'autres possibilités. Donc, sur le même concept, ici, on a justement des plaques d'aluminium. Donc, on a une sorte de mousse, un nid d'abeille en aluminium avec des couches d'aluminium beaucoup plus fines, les pots en surface. Et puis là, on obtient un matériau qui est très, très, très léger. Je peux me te lancer. Merci. Et puis, qui a des propriétés mécaniques incroyablement bonnes. Et puis là, après, on décloisonne encore un peu les styles. Donc là, on a le même concept, encore une fois, mais avec une sorte de fibre de bois pressée ou de carton pressé. Il y a même un matériau dans la base de données de matériaux qui utilise des sections de bambou. Donc, il n'y a pas tout le bambou qui est utilisé pour fabriquer des panneaux de bois, des planches à découper ou des meubles. Donc, il y a toujours une partie qui est un peu inutilisée, puis ils ont réussi à recycler cette partie-là pour pouvoir l'encapsuler dans 2 panneaux. Après, on peut imaginer du carbone, du métal, du bois, du carton, tout ce qu'on veut. On peut peindre, on peut colorer, on peut laisser naturel. On peut même imaginer mettre du polycarbonate, donc un plastique qui serait transparent ou semi-transparent, pour avoir une sorte d'effet miroir. Donc là, ici, dans ce cas-là, c'est un nid d'abeille en aluminium avec 2 plaques en plastique, en polymère dessus. Donc pour faire un plancher, ça va être une résistance incroyable qui laisse quand même passer la lumière. Et puis là, c'est opaque, donc on n'a que la transmission de lumière, pas nécessairement l'image. Donc si on met ça sur un étage, donc on ne verra pas sous... Ou une paroi de salle de bain. Une paroi de salle de bain aussi, oui, exactement. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un, puis... Donc, voilà un peu mes matériaux chouchous. Et puis, il y en a un autre aussi qu'on avait trouvé assez marrant. Donc, là, c'est encore une étoffe. Je suis un peu fasciné par les étoffes ces temps-ci, mais... donc là, elle est un petit peu ennuyante comme ça. Elle est un peu, sans trop d'intérêt. Mais vous allez voir qu'avec la lumière, si je la chiffonne un tout petit peu, et puis qu'on fait une photo avec le flash. Avec le flash. Avec le flash, c'est bien important. Alors, là, le flash raté. Bibi, hein. T'as raison. Avec le flash, cette fois. Oui, bah, je vais y arriver, mais ou pas. Tac, excusez-moi. Alors, j'ai une nouvelle étoffe qui est super. Allez, je t'en prie, vas-y. Alors, C'est les aléas du direct ou pas? Ouais. Alors, vous avez peut-être déjà vu un peu à la caméra qu'il y a des reflets avec la lumière qui sont sympathiques, mais si on zoome avec le flash, donc c'est une matière qui a une réflectivité, mais incroyable, donc pour des applications de sécurité, mais qui reste quand même relativement discrète. Donc, si on veut, je sais pas moi, des applications routières, ça peut être très intéressant, ou des gilets de sécurité, ou des quelconque autre application, ça peut être assez sympathique. Donc voilà, c'est un peu un petit éventail de quelques matériaux que j'ai choisis. Dans la matériothèque, il y en a encore tellement plus qui seraient tout autant intéressants. Mais voilà, les applications qui sont mécaniques à la base, qui partent justement de l'aviation avec des composites, mais maintenant ça peut se retrouver dans des meubles, des dessus de table, des revêtements muraux, des planchers de maison. Et puis c'est là l'intérêt de pouvoir discuter avec des gens de milieux différents et de parcours différents pour pouvoir Exactement. explorer toutes ces possibilités.
Merci Jean-François. Donc du coup, on voit bien cette notion de décloisonnement, cette notion de boîte de Pandore, finalement, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Allez, moi, un dernier petit coup de cœur que j'aime bien aussi, c'est Infinergie. Donc c'est la société BASF qu'on connaît d'un point de vue international, hein, des dizaines de milliers d'employés. Ils ont développé cette matière qui est du TPU, donc vraiment tout à fait standard, avec vraiment cette notion du coup d'élasticité énorme, avec une très bonne résistance aussi à la pression, une bonne résistance à l'abrasion, et du coup un domaine d'application complètement décloisonné pour les étables, pour les vaches. On s'est rendu compte que si on mettait ça au sol dans les étables, en fait, la qualité du lait était meilleure au niveau des vaches. En fait, ça leur engendre moins de stress que d'être sur un sol qui soit beaucoup moins meuble et moins finalement absorbeur au niveau du poids. Et du coup, on n'aurait pas du tout pensé que ça, ce matériau-là, qui n'est pas du tout à utiliser à la base dans les étables, aurait pu trouver une solution, une application dans cet environnement-là. Bon, du coup, assez parlé. Je pense qu'on a pas mal discuté puis échangé. Et maintenant, la place, the floor is yours. Donc, on va ouvrir les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à continuer à enchaîner dans le chat et on va faire ce point et je vais demander à Juliette de nous remonter ces questions-là. Donc, on y va. Alors, du coup, on va regarder un petit peu ces questions. Première question de Pauline. Vous avez parlé de biomimétisme. Oui, en effet. Quelle est la place du biomimétisme chez Matériaux ? La place du biomimétisme est énorme en fait, comme je vous l'ai dit, c'est clair que la nature elle est énormément inspirante, il y a beaucoup de cas d'application en fait sur ces sujets-là. Il y a aussi beaucoup de recherches applicatives au niveau universitaire dans les grandes écoles sur comment reproduire finalement certains effets qui sont produits par la nature, que ce soit même au niveau de la texturation de surface, comme on disait tout à l'heure, pour l'accroche des bactéries ou non, sur des effets de coloration. Typiquement, les ailes de papillon ont des couleurs qui sont très intéressantes selon l'angle à laquelle l'exposition de la lumière est faite. Et aujourd'hui, on est capable de reproduire finalement ces couleurs-là grâce à des texturations de laser, des traitements de surface ou vraiment des texturations par des effets de surmoulage ou de moulage. Donc c'est clair que la nature est inspirante, Matériaux s'inspire énormément de tout ce qui se développe au niveau, bien entendu, de ces produits commerciaux liés au biomimétisme. Donc oui, en effet, la place, elle est très conséquente. Alors, deuxième question. Alors, quelle est notre démarche dans la recherche des matériaux ou comment on trouve ces matériaux? Alors, très bonne question. En fait, l'idée, c'est vraiment une notion de réseau, de networking, d'être présent sur les salons internationaux, beaucoup plus locaux, et des salons qui ne sont pas spécifiquement dédiés aux matériaux, mais dans des domaines ou des secteurs dans lesquels on va se dire « tiens, mais ça, je peux décloisonner et l'amener un petit peu plus loin ». Donc il y a vraiment toute cette notion d'interaction et bien entendu notre mentor dans ce domaine-là aussi, ça reste Quentin, Quentin qui est le fondateur de Matériaux, qui nous relaie aussi. Puis nous on a notre réseau aussi local, ici avec beaucoup de sous-traitance dans l'horlogerie, de la recherche et développement, des grandes écoles comme les PFL, qui sont aussi avec cette notion d'idéation, de projet, de produits dans les labos, mais qui viennent aussi au fur et à mesure au niveau d'un scale-up et d'une commercialisation, d'une scalabilité. Donc c'est vraiment une notion de réseau. Après c'est clair aussi, on doit être connecté, on est connecté aussi au flux RSS. Donc tous les jours on reçoit des pop-up par rapport à des thématiques données et des nouveautés qui apparaissent aussi sur le marché. Donc ça c'est vraiment aussi une mine d'or sur ces réseaux d'informations. Et puis vous également en tant que membre, vous êtes aussi quelque part nos sourceurs par différents niveaux. Typiquement dans les questions que vous nous posez, nous ça va nous challenger, puis on va aller chercher encore plus loin, on va peut-être avoir d'autres mots-clés de recherche, etc. Et puis vous aussi dans votre quotidien de se dire, tiens, nous on est friands de ça, de dire, regardez j'ai vu telle matière et je ne l'ai pas trouvée dans la base de données, et est-ce qu'on peut regarder ça d'un peu plus près? Donc finalement c'est vraiment cette notion d'écosystème et de réseau, et d'être implanté finalement de manière internationale avec tous ces showrooms et ces entités, et puis aussi ce réseau de recherche académique, mais comme dit, avec une vraie scalabilité et possibilité de commercialisation. Alors une autre question, faut-il avoir les autorisations des industriels pour intégrer leurs fiches dans la base de données? Bonne question, alors pas particulièrement du coup, parce que la fiche est créée à partir des infos que nous on trouve sur la partie des sites web, de communication, etc. Par contre, la première chose qu'on fait, c'est contacter en fait l'industriel qui a mis en place cette matière-là, cette fiche de données, pour échanger avec eux et d'avoir d'autres peut-être informations complémentaires. Mais dans tous les cas, la notion d'autorisation, comme on a dit, on est indépendant. Et puis Quentin nous s'y est bien expliqué sur les 9000 fiches qu'on a aujourd'hui référencées sur la base de données. Honnêtement, il n'y a que 5 ou 6 entreprises qui ont demandé de retirer finalement, de supprimer la fiche. Donc on voit qu'il y a un réel intérêt aussi des entreprises de pouvoir proposer ou d'avoir la visibilité de leurs produits. Finalement, ça ne leur coûte rien, ça donne de la visibilité et ça permet aussi d'avoir des échanges et eux de leur ouvrir aussi certaines portes
d'ouverture par rapport à des applications. Et de nouveau, comme on dit, hein, ces entreprises qui vont fournir les matières ne sont pas du tout, vont pas financer Matario. Alors peut-être qu'ils ont un membership parce que ça les intéresse d'avoir accès à ces autres fiches de données, mais en tout cas d'un point de vue aussi de compliance et de juger partie, on ne prend pas d'argent par rapport à l'intégration d'une fiche de données. Jean-François, du coup, un petit peu à toi. Donc, une autre question. Est-ce que vous êtes sollicité par les laboratoires de recherche des entreprises pour élargir aussi leur champ d'application? Alors, je pense aussi entreprises, mais au niveau aussi académique. Rarement, parce que les entreprises, elles ont déjà un panel de professionnels qui sont dans ces activités-là. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt des questions que nous, on va leur poser, puis là, ils vont se dire, peut-être qu'il y aurait quelque chose à creuser là, ou des points au niveau technologique qu'on peut soulever qu'eux, ils n'avaient pas pensé. Et puis ça génère de la discussion, et puis ça peut générer aussi de l'intérêt pour d'autres matériaux qu'on aurait ici alentour de nous. Merci, JF. Une autre question. Que faites-vous des matériaux qui sont plus commercialisés? Alors ça, c'est une bonne question. C'est un échange qu'on avait eu aussi avec Quentin. En fait, chez Matériaux Paris, il existe un cimetière des éléphants. Donc en fait, tous les matériaux qui sont plus commercialisés se retrouvent finalement à la cave. Ils sont toujours là physiquement, mais retirés de la base de données, puisqu'aujourd'hui, comme ils sont plus commercialisés, on ne peut pas vous faire rêver sur un produit que vous ne pourrez jamais avoir dans les mains ou de le développer d'un point de vue produit et service dans votre propre business au quotidien. Donc on a ce cimetière des éléphants et de temps en temps il y a des étudiants qui peuvent venir voir un petit peu ce qui se passe et voir ce qui existe. Mais en tout cas, les matériaux qui ne sont plus commercialisés, qui ne sont plus disponibles ne seront et ne sont plus présents sur la base de données sur Matériaux. Je peux peut-être ajouter quelque chose, c'est que aussi c'est intéressant de pouvoir discuter avec les souhaits, les volontés pour pouvoir trouver d'autres matériaux qui auraient des propriétés ou des caractéristiques qui seraient similaires. Et puis là, justement, Fred et moi-même connaissons probablement des matériaux qui vont avoir les mêmes propriétés ou des caractéristiques que vous avez imaginées. Et puis même s'ils ne se retrouvent pas dans la base de données ou que c'est un matériau qui est plus fabriqué, on peut avoir la facilité d'en trouver un autre qui va faire son substitut. Donc les matériaux traditionnels continuent d'exister sous d'autres formes, sous d'autres couleurs, mais voilà, c'est juste de discuter avec vous pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez. Yes, l'interaction est toujours plus importante. Allez, une dernière question pour toi, JF. Faites-vous une mini-enquête sur les matériaux avant de les rentrer dans la base de données? Alors, il faut voir ce que vous entendez par mini-enquête, mais… Oui et non, c'est clair, on va regarder qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est un peu le blabla commercial pour vraiment faire de la publicité. On s'en tient à l'essentiel technique, les faits qui sont alentour de ce matériau. Nous, l'idée, c'est pas de vendre ces matériaux, c'est juste de vous proposer leur utilisation dans votre application. Donc, c'est clair qu'on veut se concentrer sur les faits, mais on ne va pas chercher toutes les caractéristiques mécaniques ou les propriétés des matériaux pour vraiment essayer de gratter puis d'avoir les chiffres exacts sur la fiche. Clairement, le résumé de ça, c'est qu'on n'est pas un laboratoire d'analyse, donc du coup, on n'est pas mandaté pour analyser et décortiquer finalement ces matériaux. Du coup, le temps court vite, donc on va vous remercier pour votre présence, du temps que vous nous avez consacré à nous écouter. Donc comme dit Blabla Matériaux, on a pas mal blablaté, mais j'espère que tout ce qu'on a pu vous apporter a été inspirant, vous donne l'envie de nous rencontrer, de nous poser des questions. On est volontiers disponible pour vous accueillir sur le showroom de Plan Les Watts au sein d'iFlow et aussi de répondre à vos questions par rapport à des recherches spécifiques avec Jean-François et d'autres potentiels experts qui peuvent vous accompagner. Donc on vous souhaite une excellente journée, on espère que ce premier webinaire sera celui d'une longue chaîne et on vous dit à tout bientôt. Merci. Merci.